Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'efficacité énergétique de la maison et enveloppe du bâtiment. Donc, quoi faire pour vérifier et corriger l'efficacité énergétique de sa maison? Premièrement, pourquoi désire-t-on tous améliorer l'efficacité énergétique de sa maison? Eh bien, c'est pour dépenser moins, autant en hiver en chauffage qu'en été en climatisation. Donc, cela ne veut pas dire d'emprisonner l'air vicié dans la maison, mais plutôt de savoir le contrôler. Voici les 4 points qu'il faut vérifier lorsqu'on parle d'efficacité énergétique. Donc, premièrement, l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Deuxièmement, l'isolation. Troisièmement, les portes et fenêtres en termes d'installation avec le calfeutrage et la certification en efficacité énergétique. Et quatrièmement, l'installation ou le remplacement possible de systèmes mécaniques, tels que système de ventilation, ventilateur de salle de bain, chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais diviser ma présentation en 4 étapes. Premièrement, la théorie et le vocabulaire de base en efficacité énergétique. Deuxièmement, les méthodes pour évaluer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Troisièmement, les solutions et les améliorations à envisager. Et quatrièmement, les programmes, certification et des commentaires. Donc, allons-y premièrement avec le côté théorie et vocabulaire. Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle d'étanchéité et d'isolation, on se réfère inévitablement à l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les murs extérieurs, le plafond au niveau du toit et les planchers en porte-à-faux. Donc, les parois en contact avec l'extérieur. Donc, il faut aussi savoir qu'au Québec, au Canada, il existe le Code canadien de construction et le Code de construction du Québec. Il existe aussi des standards et des niveaux supérieurs de performance énergétique, soit pour respecter au minimum les codes de bâtiment ou pour rechercher et atteindre, selon la liberté de chacun, des niveaux supérieurs par des programmes tels que Réno-Climat ou Nouveau Climat pour l'enveloppe et Énergistar pour les portes et fenêtres et les appareils mécaniques, thermopompes, etc. On y reviendra plus tard. Donc, concernant l'enveloppe du bâtiment, il faut à la base connaître de quoi se compose l'enveloppe d'un bâtiment au Québec et au Canada. Donc, au Québec, ce n'est pas comme dans d'autres pays étrangers où les murs et les plafonds sont composés surtout de maçonnerie et de béton avec de l'armature. Ici, au Québec, l'enveloppe des maisons se compose de plusieurs couches, comme vous voyez présentement à l'écran. Dans ces multicouches faisant partie de l'enveloppe du bâtiment, il y a 3 éléments fondamentaux qui ont une grande influence sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Et ce sont, premièrement, le pare air, normalement placé dans les dernières couches vers l'extérieur dans l'enveloppe, qui sert à bloquer l'air venant de l'extérieur, mais à laisser s'échapper l'humidité si elle est présente dans l'enveloppe. Deuxièmement, le pare vapeur, normalement placé dans les premières couches vers l'intérieur dans l'enveloppe, qui sert à bloquer l'humidité qui vient de l'intérieur avant qu'elle ne pénètre dans l'enveloppe, et l'isolation. Donc, l'étanchéité à l'air et à l'eau ou l'humidité joue un rôle aussi important que l'isolation. Il y a parfois confusion entre les fonctions du pare-air et du pare-vapeur. Alors que le pare-air vise à empêcher l'air de l'extérieur de pénétrer dans l'enveloppe, tout en permettant à l'humidité de s'échapper, le pare-vapeur, lui, sert à empêcher la vapeur d'eau provenant principalement de l'intérieur de la maison de pénétrer dans l'enveloppe du bâtiment. En général, le pare-air bloque l'air provenant de l'extérieur et le pare-vapeur bloque la vapeur provenant de l'intérieur. Le but est de garder l'enveloppe du bâtiment au sec pour ne pas faire pourrir la charpente de bois tout en empêchant les fuites énergétiques. Il faut aussi savoir qu'au Québec, comme il arrive souvent qu'il y ait des grands écarts de température entre l'intérieur du bâtiment au chaud et l'extérieur au froid, donc dans l'enveloppe du bâtiment, il y a un endroit
où le chaud et le froid se rencontrent et il peut se produire une condensation, aussi appelée point de rosée. Ceci va être accentué par l'humidité provenant de l'intérieur du bâtiment qui peut s'introduire dans l'enveloppe si le pare-vapeur est absent, mal installé, imparfait ou mal scellé. Cette humidité provient des consommations d'eau à l'intérieur des cuissons, douches, lavages et autres qui s'échappent dans l'air intérieur du bâtiment et qui cherchent à s'échapper dans l'enveloppe. Donc, le point de rosée est l'endroit dans l'enveloppe où il y aura l'apparition de gouttelettes d'eau. Bref, la température est l'endroit à laquelle la vapeur d'eau se condense. On souhaite que le point de rosée se produise dans les dernières couches extérieures de l'enveloppe du bâtiment afin d'évacuer cette eau à l'extérieur et de ne pas faire moisir et pourrir la charpente, le mur, l'enveloppe fait de bois. Maintenant, s'il y a des trous dans le pare-vapeur, l'humidité cherchera à entrer dans l'enveloppe pour contaminer et détruire le mur. Et s'il y a des trous dans le pare-air, la chaleur s'évacuera. Alors, l'immeuble n'est pas efficace. Donc, vous comprenez que lorsqu'on parle d'efficacité énergétique, le pare-air et le pare-vapeur sont aussi importants que l'isolation. Maintenant qu'on a vu un peu de théorie, voyons comment cela s'applique en pratique. Donc, les méthodes pour évaluer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Donc, la première chose à faire est de regarder la facture de chauffage et de vérifier le type de construction, car on sait qu'au Québec, au cours des années, les méthodes de construction ont beaucoup évolué et on retrouve différents types d'enveloppes sur le marché. Deuxièmement, si on réalise que la facture est trop élevée alors que l'efficacité énergétique n'est pas suffisante, il s'agit de faire appel à un expert en efficacité énergétique afin de faire un bilan énergétique pour vérifier quels sont les points majeurs à améliorer. Ceci par un test d'infiltrométrie pour déterminer d'où viennent les pertes d'énergie dans l'enveloppe, où sont les trous qui sont généralement les causes majeures des pertes d'énergie, et aussi faire une vérification de l'isolation, aussi faire une vérification de l'installation des portes et fenêtres, et s'il possède la certification Énergie Star ou Renault Climat, et enfin une vérification des systèmes mécaniques. Le test d'infiltrométrie consiste à fermer toutes les portes et fenêtres, en plus de boucher les autres ouvertures, comme la clé de la trappe à cheminée. On installe ensuite un gros ventilateur dans la porte d'entrée principale qu'on scelle. En mettant le ventilateur d'extraction en marche, la maison est dépressurisée grâce à une pression négative par rapport à la pression extérieure. Ainsi, l'air est aspiré par n'importe quel trou dans la maison, aussi petit soit-il. Le ventilateur aspire à une pression de 50 pascal, soit 20 fois plus importante que celle causée habituellement par le vent. C'est comme simuler des bourrasques de vent à 55 km/h en permanence, ce qui est beaucoup. En passant, attention à ne pas utiliser la cheminée ou des poêles à bois durant le test pour ne pas tirer la fumée à l'intérieur et ainsi boucaner votre maison. En infiltrométrie, on mesure en termes de changement d'air à l'heure à une pression de 50 pascal. Un changement d'air correspond au nombre de fois qu'il y a le renouvellement de tout le volume d'air présent dans la maison. Par exemple, si vous avez une mesure de 5 changements d'air à l'heure, ceci veut dire que tout l'air présent dans la maison aura été évacué en 12 minutes. C'est-à-dire, à chaque 12 minutes, tout l'air de la maison change. Donc, en une heure, tout l'air de la maison a le temps de changer 5 fois, mais en supposant de grands vents, soit des conditions extrêmes. Cependant, souvent, en réalité, on sait qu'il n'y a pas autant de vent. Donc, comment détecter maintenant où sont les fuites avec le test d'infiltrométrie une fois qu'on met le ventilateur en marche? Donc, premièrement, à la main, dans la majorité des cas, aucun équipement autre que le ventilateur d'extraction est nécessaire. Les fuites sont généralement très simples à détecter. On sent l'air directement sur la main près des fuites, autour des prises de courant, le cadre des ouvertures, la trappe d'accès au grenier ou autre. Ou bien on entend carrément le sifflement de la fuite. Ou avec une pointe à fumée, c'est plus visuel, mais pas essentiel dans bien des cas. Et ou avec une caméra thermique, cette méthode est très utile
lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur, puisqu'on voit l'air frais rentrer, car après quelques minutes de dépressurisation, on identifie les taches de froid sur l'image de la caméra thermique, généralement là où l'air rentre. Elle n'est par contre d'aucune utilité lorsque la température à l'intérieur est la même qu'à l'extérieur, comme en été. Dans la pratique, quels sont en général les points importants à surveiller? Bon, premièrement, le ventilateur de la salle de bain de mauvaise qualité ou mal installé, aussi la trappe de grenier mal scellée, également le calfeutrage des portes et fenêtres, pas les portes et fenêtres elles-mêmes, mais surtout l'installation du calfeutrage dans le mur autour des ouvertures des portes et fenêtres, et aussi la cheminée, et faire attention de ne pas utiliser votre poêle à bois lors du test pour ne pas enfumer votre maison. Maintenant, les solutions et les améliorations à envisager. Donc, les améliorations côté étanchéité. Afin de boucher les trous, comment sceller les points de pénétration dans l'enveloppe du bâtiment? Par du calfeutrant classique ou résistant au feu, aussi du scellant acoustique, du ruban adhésif utile pour les joints, choisir des rubans de construction performants à base d'acrylique, aussi du duct tape pour conduit, à base de butyl ou bien de polypropylène orienté, aussi la mousse de polyuréthane à faible expansion ou le boudin en mousse, et également pour les grandes cavités, utiliser des panneaux rigides isolants. Maintenant, les améliorations côté isolation. Bon, cet aspect est beaucoup plus délicat qu'on peut penser. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter au hasard une couche d'isolant n'importe comment à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enveloppe. Il faut savoir comment le faire afin de ne pas créer un point de rosée dans l'enveloppe qui peut ainsi détruire la charpente de bois par la moisissure et la pourriture. Donc, il est primordial de contacter un expert en enveloppe du bâtiment, ingénieur, architecte ou autre au Québec, afin d'élaborer un plan de match en fonction du type d'enveloppe du bâtiment auquel on fait affaire. Au Québec, selon l'année de construction, les trois principaux types de structures d'enveloppe qu'on retrouve dans le secteur résidentiel pour les murs extérieurs sont le carré de bois, aussi appelé pièce sur pièce, ou celui en 2x4 ou celui en 2x6. Donc, avant de décider quoi faire, il faut aussi penser à l'aspect retour sur l'investissement et regarder quelle approche est la plus rentable, soit en choisissant de seulement boucher des trous et ou en isolant de l'intérieur ou de l'extérieur, quels matériaux utiliser et comment les installer pour éviter de faire plus de mal que de bien. L'analyse et le calcul de l'isolation et du point de rosée dans l'enveloppe d'un immeuble peut être complexe et requiert un expert. Il est aussi préférable de faire la supervision des travaux correctifs par un expert impartial, ingénieur, architecte ou autre, accompagné d'un certificat de conformité, plutôt que de seulement se fier à l'entrepreneur lui-même. Donc, en conclusion, il est très important de bien boucher tous les trous où peut s'échapper l'air, la chaleur et l'humidité. Si le revêtement extérieur est en maçonnerie, il peut être très coûteux d'enlever la maçonnerie pour mieux isoler de l'extérieur, contrairement à du revêtement souple. Par contre, si à l'intérieur des travaux importants sont déjà planifiés, alors cela vaut peut-être la peine d'en profiter pour isoler mieux de l'intérieur. C'est à analyser avec un expert en enveloppe du bâtiment. Voyons un cas type. Par exemple, si vous avez déjà un pare-vapeur à l'intérieur qui est mal installé et qui laisse passer l'humidité dans l'enveloppe, et que vous pensez ajouter de l'uréthane giclé à l'extérieur, n'oubliez pas que l'uréthane giclé peut être considéré comme un pare-vapeur, air et pare-vapeur, tout dépendant de son épaisseur. Donc, s'il est par vapeur, l'humidité provenant de l'intérieur de la maison peut ainsi rester emprisonnée dans le mur et détruire votre charpente de bois avec la pourriture et la moisissure éventuellement. On veut éviter que le point de rosée se fasse dans la charpente. On veut qu'il se fasse au niveau du pare-air afin d'évacuer l'humidité à l'extérieur. Donc, dans certaines situations, il est préférable d'utiliser un type d'isolant à l'extérieur qui offre un pare-air et qui permet à l'enveloppe de respirer comme l'isolant
de marque Isoclad plutôt qu'un isolant avec un pare-vapeur. Dans d'autres cas, l'uréthane giclé peut être appliqué à l'extérieur. Chaque isolant a sa place et sa façon de faire, mais il faut savoir l'utiliser correctement. En résumé, avant d'installer 2 pare-vapeurs dans l'enveloppe du bâtiment, à l'intérieur et à l'extérieur, commencez à vous poser de sérieuses questions et à contacter un expert impartial. Bon, je ne vais pas aborder tous les scénarios possibles ici. Faites simplement, surtout, attention en acceptant trop vite des propositions d'entrepreneurs qui offrent des solutions sans faire appel à un consultant impartial expert en enveloppe du bâtiment qui implique sa responsabilité professionnelle. Finalement, les programmes, certifications et des commentaires. Brièvement, qu'est-ce que le programme Novo Climat, le programme Réno Climat et la certification Énergie Star et qu'est-ce qu'une maison passive ou LEED et l'étiquetage Énerguide? Le programme Novo Climat, Novo pour Maisons Neuves, est géré par l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec et s'adresse à toute personne voulant acquérir une nouvelle maison à haute performance énergétique. Le programme Novo Climat exige une isolation supérieure aux normes du règlement de l'économie d'énergie dans les nouveaux bâtiments, règlement mis en vigueur par les municipalités pour le secteur résidentiel. Une maison Nouveau Climat répond aux exigences suivantes. Une étanchéité performante vérifiée par un test d'infiltrométrie, aussi une isolation performante, également un air sain avec un ventilateur récupérateur de chaleur. Cela permet de maximiser la qualité de l'air tout en minimisant les pertes d'énergie. De plus, seuls les appareils dont les performances sont testées et vérifiées en laboratoire peuvent être conformes au programme Novo Climat et également des équipements mécaniques efficaces que la maison soit chauffée en électricité, au gaz naturel ou au mazout. Seuls les équipements performants sont acceptés. De même, Novo Climat ne permet que l'utilisation de portes et fenêtres à haut rendement énergétique, plus étanches et efficaces, fabriquées selon les normes les plus récentes. Le programme Réno Climat, quant à lui, Réno pour rénovation, concerne donc la rénovation d'immeubles de ceux qui possèdent déjà une maison, un duplex, un triplex et jusqu'à un 20 logements, afin de rendre l'immeuble plus performant du point de vue énergétique. Également géré par l'Agence de l'efficacité énergétique, le programme Réno Climat permet de s'assurer de l'efficacité énergétique de sa demeure. Cela consiste aussi à faire un test d'infiltrométrie afin d'obtenir un rapport qui décrit tous les travaux de rénovation à réaliser pour améliorer la performance énergétique. En localisant avec précision les fuites d'air, les propriétaires ou le propriétaire sait s'il vaut mieux investir dans le calfeutrage des fenêtres, des trous de toutes sortes ou plutôt dans les bouches d'aération. Donc, l'infiltrométrie est un outil efficace utilisé dans le cadre de plusieurs programmes d'efficacité énergétique tels que Réno Climat et Novo Climat au Québec. Concernant le terme Énergie Star, ceci est une certification, un symbole international d'efficacité énergétique qui sert à identifier des produits comme des électroménagers de 10 à 50% plus éco-énergétiques que les modèles classiques. Pour ce qui est de la maison passive, c'est une maison qui ne nécessite presque pas de dépenses d'énergie en chauffage, avec de très hauts standards en isolation qui récupèrent le rayonnement solaire avec une fenestration au sud, utilisant la masse thermique, etc. La maison certifiée Passive House, par exemple, doit avoir des besoins annuels en chauffage inférieurs ou égaux à 15 kWh par mètre carré, avec un besoin total en énergie, électroménager inclus, inférieur ou égal à 120 kWh par mètre carré, également par an. En comparaison, une maison québécoise non passive house, considérée comme efficace, consomme plus de 100 kWh par mètre carré annuellement pour le chauffage seulement, soit 7 fois plus qu'une maison certifiée passive house. Concernant la certification LEED, LEED signifiant Leadership in Energy and Environmental Design. Ici, en plus de s'adresser à l'énergie, on s'intéresse à l'écologie. La certification LEED constitue le système d'évaluation de la performance du bâtiment écologique le plus utilisé au monde.
Donc, elle ne s'adresse pas seulement à la performance énergétique, mais aussi à son impact écologique sur l'environnement, comme l'optimisation énergétique, mais aussi les systèmes pour réduire la consommation d'eau, la qualité des environnements intérieurs, les matériaux et ressources utilisées, la récupération, recyclage des déchets, la construction sur dalles réduisant ainsi le bilan carbone, etc. Enfin, l'étiquette Énerguide doit être apposée sur tous les appareils vendus au Canada en vertu de la loi sur l'efficacité énergétique qui réglemente tout ce qui est relié à l'énergie. Elle mentionne le nombre de kilowattheures par année que consomme un appareil en moyenne. Sur l'image qu'on voit ici, le 460 indique la consommation énergétique de l'appareil en kilowattheures pour une année. Cette valeur diffère d'un appareil à l'autre. Sous ces chiffres, on trouve une échelle de valeurs. Notez que le nombre 460 kWh se retrouve sur une échelle allant de 285 à 484 pour les mêmes modèles similaires. Il y a donc une possibilité de trouver sur le marché un appareil du même type qui consomme moins. En résumé, concernant l'efficacité énergétique, premièrement, on regarde la facture de consommation en chauffage et ensuite, on fait un test d'infiltrométrie. Par contre, si le test d'infiltrométrie est relativement bon et l'isolation aussi, il faut regarder ailleurs pour mieux comprendre les dépenses importantes en énergie. Il faut prendre soin de séparer les dépenses en chauffage, en éclairage, en accessoires comme une piscine chauffée à l'année, un jacuzzi, l'usage de la douche longtemps et le nombre de personnes qui l'utilisent, le réglage des thermostats en hiver, etc. Le chauffage représentant normalement environ 50% de la facture énergétique. Il existe bien sûr des moyennes de prix en consommation énergétique considérées comme normaux par pied carré habitable et par habitant. Un expert vous aidera à déchiffrer votre facture énergétique afin de voir où se trouvent les dépenses importantes d'énergie, ce qui peut être amélioré en fonction du retour sur l'investissement ou simplement d'habitudes d'utilisation à modifier. Donc, ceci a été ma présentation sur le thème d'efficacité énergétique de la maison et enveloppe du bâtiment. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les sites web ecohabitation.com et aussi sur transitionénergétique.gouv.qc.ca. N'hésitez pas à me contacter pour vous guider avec des experts impartiaux dans l'évaluation de l'efficacité énergétique de votre bâtiment, ainsi que pour surveiller et ou pour diriger les travaux correctifs. Merci et à la prochaine.